Donc, Monsieur et Madame la Ministre, Monsieur le Président, donc honorable assistance, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, vous présenter donc le sujet intitulé donc le traitement de l'obésité du point de vue de l'endocrinologue. Comme on sait tous, l'obésité est une maladie chronique multifactorielle, dont la prévalence ne cesse d'augmenter. Donc, il est défini selon l'OMS par un excès de masse grasse entraînant des conséquences néfastes pour la santé. Donc, il est associé à des complications multiples et à un risque élevé de morbimortalité cardiovasculaire. Donc, la prise en charge est multidisciplinaire, donc essentiellement dominée par les mesures hygiéno-diététiques, qui doit être adaptée, personnalisée. Sur le plan épidémiologique, à l'échelle mondiale, le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis 1975. En 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes étaient en surpoids. Sur ce total, plus de 650 millions étaient obèses. Ce taux d'obésité ne cesse d'augmenter de façon épidémique, avec en tête de liste essentiellement les États-Unis et le Mexique. Sinon, les prévisions montrent qu'en 2030, la prévalence il va doubler avec une prévalence de 3,3 versus 1,4 milliard des patients qui seront en surpoids. Avant de démarrer la prise en charge du patient obèse, une évaluation s'impose, à savoir l'interrogatoire à la recherche, bien sûr, l'histoire pondérale récente et ancienne, rechercher également les facteurs favorisants, à savoir les modifications du statut hormonal, le choc émotionnel, rechercher également une prise médicamenteuse, rechercher également les antécédents familiaux d'obésité, une évaluation psychologique s'impose également, rechercher et traiter les troubles de comportement alimentaire. L'enquête alimentaire est à établir également. Elle a comme objectif d'évaluer le rythme des prises alimentaires, la nature et la quantité des aliments et des boissons, et leur répartition dans la journée. Par quels moyens? Essentiellement le rappel de 24 heures, le journal alimentaire ou bien l'enquête de 3 jours. Et on va également préciser le niveau d'activité physique de chaque personne. L'examen clinique, c'est un rappel, essentiellement, il faut démarrer par les mesures anthropométriques, à savoir le poids, la taille, l'IMC, pour stadifier bien sûr le grade de l'obésité, ensuite le tour de taille, rechercher les causes d'une obésité secondaire, notamment soit l'hypercorticisme, l'hypothyroïdie ou bien une cause centrale, rechercher les signes d'hyperandrogénie, à savoir l'hirsutisme ou un trouble du cycle, et les signes d'hypogonadisme masculin, par une diminution de la testostéronémie. Rechercher également les comorbidités et les complications médicales, que ce soit cardiovasculaires, respiratoires, digestives et psychologiques. Les examens complémentaires systématiques sont essentiellement la recherche d'un syndrome métabolique et les examens complémentaires pour rechercher et dépister les complications et rechercher également une cause endocrinienne, notamment ce qui est systématique, c'est la TSH. Sinon, le bilan hormonal, en cas de trouble du cycle, testostéronomie ou bien le stradiol. Il est recommandé, après une évaluation clinique et paraclinique, de classer le patient selon les nouveaux critères de cause, qui permet d'évaluer le risque de mortalité chez le patient obèse, et ça permet également de nous orienter vers quel type de prise en charge thérapeutique chez le patient obèse. Concernant la prise en charge thérapeutique, elle a comme objectif principal la perte pondérale, la stabilisation pondérale et la prévention de la prise de poids. La perte de poids recommandée est de 5 à 15% du poids initial, ce qui correspond à 0,5, une perte de 0,5 à 1 kg par semaine. Selon les recommandations de l'ACE 2016, elle recommande les objectifs thérapeutiques sont à établir en fonction de type de prévention. En cas de prévention secondaire ou bien tertiaire, en cas de, par exemple, de diabète ou bien de dyslipidémie ou bien d'HTA, l'objectif c'est une perte de 5 à 10% ou bien à 15%. Cet objectif peut augmenter jusqu'à 40% en cas de stéatose hépatique ou bien en cas de NASH syndrome. Concernant les moyens thérapeutiques, en tête de liste, on a essentiellement la diététique, l'activité physique, la thérapie comportementale, le traitement médical et enfin la chirurgie bariatrique. Concernant la prise en charge diététique, elle a comme objectif de réduire les apports caloriques tout en tenant compte des habitudes alimentaires individuelles. Les moyens recommandés sont essentiellement le régime hypocalorique, de type méditerranéen. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui permet un apport alimentaire qui est équilibré, que ce soit sur le plan micronutritionnel
micronutritionnel ou bien macronutritionnel, tout en respectant donc les différents pourcentages donc de macronutriments, notamment les glucides à 50%, donc les lipides 35-40%, donc tout en privilégiant les acides gras monoinsaturés. Donc, ce régime donc, a permis, il a plusieurs bénéfices, essentiellement dans l'obésité, donc avec une stabilisation de la perte pondérale. Donc, une autre étude américaine avait montré qui a permis une réduction de 40% donc, de la survenue de la maladie d'Alzheimer et un effet protecteur dans essentiellement les maladies cardiovasculaires. Donc, concernant donc, un mot sur les régimes donc, à très faibles calories qui sont donc, définis par donc, un apport de moins de 800 kilocalories par jour. Donc, ils sont indiqués essentiellement chez les patients ayant un IMC donc, supérieur à 30 kg par mètre carré, donc, associé donc, à une comorbidité. Donc, les résultats ont montré qu'il y avait une perte donc, de 2 kg par semaine qui peuvent aller jusqu'à 20 kg en 4 mois. Mais les risques donc, ils sont très importants, notamment essentiellement donc, les perturbations métaboliques, les carences en macronutriments et la présence de troubles de comportement alimentaire et psychocomportemental. D'où la nécessité, bien sûr, donc, de supplémenter les carences et de le rechercher. Donc, concernant la prescription diététique, donc, ça passe par 3 étapes. Donc, premièrement, il faut déterminer les besoins énergétiques donc, qui diffèrent selon l'âge, donc le sexe et l'activité physique de chaque personne. Donc, deuxièmement, évaluer les apports énergétiques par une enquête alimentaire qui est détaillée donc, donc le calcul par rapport, donc, à la table de composition, ou bien on utilise donc, les tableaux d'équivalence donc, calorico-protidique, glucidique ou bien lipidique. Donc, et en troisième étape, donc, construire un régime hypocalorique donc, avec 2 objectifs. Donc, en premier, donc, il faut déterminer donc, le niveau calorique du régime donc, qui peut être calculé par 2 méthodes, soit par une réduction de 30% de l'apport énergétique total, ou bien donc, de calculer donc, les 2/3 de la dépense énergétique totale. Donc, le deuxième objectif à atteindre, donc, c'est le niveau de l'apport protidique, donc, qui peut être calculé également donc, de 2 manières, donc, soit par rapport donc, à l'apport minimal recommandé qui est de 0,8 g par kilo par jour, ou bien donc, en se référant par rapport donc, au niveau de l'apport calorique donc, qui est recommandé par rapport donc, à chaque niveau calorique. Donc, si on prend par exemple l'exemple d'un régime donc, chez un patient en moins de 45 ans, donc de sexe féminin, donc qui est sédentaire, donc il a un niveau, donc le niveau calorique donc recommandé chez lui 1400 kilocalories avec 70 g de protéines. Donc, l'objectif protidique est atteindre en premier, donc 70 grammes. Donc, on va répartir sur les 3 variantes alimentaires, notamment les équivalents de viande, donc les céréales et les équivalents donc, de lait. Donc, ces 70 grammes donc, de protides correspondent à 800 kilocalories. Donc, une fois l'objectif protidique est atteint, donc on passe à l'objectif calorique. Donc, le reste donc, des apports caloriques donc, vont être apportés par des aliments donc, qui sont en dehors donc, des protides pour avoir donc, un régime donc, de 1400 calories par jour. Donc, c'est un exemple de régime donc de 1400 kilocalories avec donc, le respect des proportions donc, des glucides, des lipides et des protides. Donc, selon les recommandations, donc, selon le régime recommandé, donc, il dépend le niveau calorique donc, recommandé, il dépend donc, du type, l'objectif primaire. Donc, si c'est une perte pondérale, il est recommandé donc, un régime à peu près de 1200-1500 kilocalories par jour donc, chez la femme versus 1500 à 1800 kilocalories donc, chez l'homme. Donc, durant la deuxième phase donc, de maintien de la perte pondérale, donc, il recommande un régime qui est moins hypocalorique que la première phase. Donc, il faut faire attention donc, pour ne pas descendre au-dessous du métabolisme de base, donc, qui est de 1200 kilocalories pour la femme et 1500 pour l'homme. Donc, quelle est la place de l'activité physique? Donc, toute activité physique permet une dépense calorique, même le sommeil. Donc, il permet une dépense donc, énergétique de 65 kilocalories. Donc, la première recommandation est d'augmenter le niveau d'activité physique dans les actes de la vie quotidienne et au cours des loisirs également. Donc, ensuite, donc, on passe aux différents types d'activités physiques qui sont classés selon l'intensité donc, de l'activité et selon donc, les dépenses énergétiques. Donc, ce qui est recommandé pour la durée donc, chez un patient obèse, donc, il faut au minimum 150 minutes par semaine jusqu'à atteindre 200 à 300 minutes par semaine. Et l'intensité doit être modérée au départ, donc, puis donc, élevée, à des exercices de type d'endurance combinés à 3 sessions donc, par semaine d'exercices de résistance pour éventuel renforcement musculaire. Donc, selon les recommandations donc, de la Haute Autorité de Santé, elle recommande également donc, une activité physique donc, modérée donc, de façon à atteindre 300 minutes par semaine ou bien pratiquer 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité soutenue. Donc, on est issu de la thérapie comportementale. Donc, elle a comme objectif essentiellement de modifier les habitudes de vie et elle permet d'assurer donc, un soutien
soutien social et psychologique. Les moyens donc, recommandés sont essentiellement donc, la thérapie de groupe et la thérapie cognitive et comportementale. Donc, concernant le traitement médicamenteux, donc, il a donc, pour les indications, il est recommandé essentiellement lorsqu'on a donc, une obésité donc, avec un IMC supérieur à 30 ou bien au-delà de 27 avec présence d'une comorbidité. Donc, les différentes classes donc, thérapeutiques qui existent, donc, soit d'origine centrale, notamment les amphétaminiques ou bien les sérotoninergiques, ou bien périphériques, notamment les inhibiteurs de la lipase pancréatique, et les autres médicaments, notamment les antidépresseurs, les antiépileptiques ou bien les antidiabétiques. Sinon, donc, actuellement, donc, il y a 6 médicaments qui ont donc, l'autorisation de mise donc, au marché donc, pour le traitement donc, médicaments de l'obésité, notamment la phéntermine. Donc, il y a un anorexigène d'origine centrale. Donc, il y a eu l'AMM pour une courte durée, donc de 12 semaines. Donc, si l'objectif n'est pas atteint après 12 semaines, donc il faut arrêter le traitement. Donc, il y a l'Orlista, donc, qui est un inhibiteur de la lipase pancréatique. Et qui a l'AMM également donc, au niveau actuellement donc, en Europe. Donc il y a l'association phéntermine avec un antiépileptique. Donc il y a un sérotoninergique donc à type de l'orcazérine et l'association donc naltrexone bupropion qui est un antidépresseur. Donc il y a l'AMM qui vient d'avoir l'AMM en 2016 en Europe également et en dernier la liraglutide à dose de 3 mg qui a également l'AMM en Europe. Donc, concernant l'efficacité, donc, tous les médicaments ont démontré leur efficacité dans la perte pondérale, mais avec donc, des degrés différents. En tête de liste, donc, il y a l'association phéntermine et topiramate, donc, il y a objectivé donc, une perte de plus de 7% donc du poids donc, initial après 1 an de traitement. Et en dernier, l'Orlista, donc, avec une perte de 3%. Donc sinon, donc il est recommandé d'évaluer donc, le traitement durant les 3 premiers mois. Si on a une perte de poids, donc plus de 5% chez le non-diabétique et plus de 3% chez le diabétique, donc il faut continuer le traitement. Si l'objectif n'est pas atteint, donc il faut arrêter dans ce cas le traitement. Donc c'est la liste des médicaments donc, qui ont été retirés du marché pour cause essentielle, donc les complications cardiovasculaires. Et c'est également, donc, nous rapportons donc, les derniers donc, médicaments qui sont toujours en cours d'étude, donc soit en phase 1 ou en phase 2. Donc, concernant un mot sur la préparation à la chirurgie bariatrique, donc elle a plusieurs indications essentiellement lorsque l'IMC en cas d'obésité morbide, grade 3 supérieur à 40 kg par mètre carré ou bien supérieur à 35 avec au moins une comorbidité, après échec d'un traitement médical, diététique et psychothérapeutique et en l'absence bien sûr de perte de poids suffisante, en l'absence de maintien de perte de poids. Les contre-indications essentielles sont les troubles cognitifs, les troubles de comportement alimentaire sévères, donc, et l'absence de prise en charge médicale donc, préalable. Donc, pour la préparation médicale, donc, elle se base essentiellement sur la recherche systématique et une prise en charge des comorbidités, donc, que ce soit cardiovasculaire, donc respiratoire, avec une évaluation du comportement alimentaire et donc une prise en charge donc, essentiellement lorsqu'on a une boulimie ou une tachyphagie. Donc, sinon, avec une évaluation psychologique et psychiatrique pour éliminer bien sûr les contre-indications et rechercher essentiellement les carences vitaminiques préexistantes à la chirurgie et les corriger donc avant le traitement chirurgical. Donc c'est la liste des bilans donc biologiques donc qui est donc réalisable. Donc essentiellement donc toutes les vitamines donc avec un bilan phosphocalcique et la recherche donc d'un syndrome métabolique. Donc concernant un mot sur l'obésité, donc les cas particuliers l'obésité et diabète. Donc selon les recommandations, les dernières recommandations de l'ADA, donc ils ont préconisé comme donc ils ont objectivé donc la perte de poids. D'accord. Pardon. Donc la perte de poids donc supérieure à 5%. Donc concernant l'obésité et la grossesse, donc pour conclure, donc nous rapportons donc cet organigramme donc qui regroupe donc toutes les recommandations donc européennes pour la prise en charge d'un patient obèse, donc depuis l'évaluation jusqu'à la prise en charge. Et je vous remercie.